Madame, Monsieur, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'invité, ce programme que nous avons l'honneur de vous présenter sur la télévision de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Vous nous suivez partout, en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. Ensemble, ce soir, nous allons aborder une question qui retient l'actualité depuis plus de 24 heures. Il s'agit de la présence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à Goma ou pas. Nous allons analyser les enjeux, les conséquences et tout ce qui tourne autour de cette arrivée ou pas à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors nous parlerons également d'autres sujets et tout cela sera pour votre plaisir. Vous nous suivez à Bukavu, vous nous suivez à Goma bien sûr, vous nous suivez au Kasaï, mais aussi à l'extérieur du pays. Nous vous remercions de votre fidélité à nos programmes. Alors, sur ce plateau, je reçois un habitué de cette émission. Il s'agit de M. Alain Mukuna Mouimbi. Il est cadre de l'UDPS et membre du corps de l'élite scientifique de ce parti cher à Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Bienvenue, M. Mukuna. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très heureux d'être sur Congo 26. Heureusement que c'est 26. Je crois que c'est semblable aux 26 provinces de la République démocratique du Congo. J'ai bien compris que votre chaîne combat la balkanisation. Le Congo restera un et indivisible. Exactement, la télévision de l'Unité nationale. Alors on va tout de suite mettre le pied dans le plat. Vous êtes acteur politique, pas le moindre, ça fait très longtemps que vous êtes sur la scène politique. Aujourd'hui, il y a une polémique sur la présence ou pas de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Pouvez-vous nous dire, Joseph Kabila est à Goma, était à Goma, où se trouverait-il actuellement? Je n'en sais pas grand-chose parce que, vous le savez, d'ailleurs c'est avec raison, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis ni de son parti politique, ni de son obédience. Nous l'avons tous appris par les médias, que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, serait arrivé à Goma. Les informations ont été démenties. Il y a des sources qui confirment. Donc la polémique est née. Je me dis qu'à cela ne tienne. Le plus important pour nous, c'est la République. Qu'il soit à Goma ou pas, ça importe peu. Dès lors que nous sommes le parti le parti au pouvoir, ce qui importe pour nous, c'est de maintenir la trajectoire de notre avion pour arriver à bon port et pouvoir atterrir en 2028 sans qu'il n'y ait ni casse, ni quoi que ce soit de mauvais. Alors, c'est en fait une question d'actualité. Permettez-moi de revenir là-dessus. Vous êtes de l'UDPS, vous l'avez dit. En quoi ça gêne le régime aujourd'hui que Joseph Kabila Kabange décide de retourner au pays à partir de la ville de Goma? Je crois qu'il n'y a pas à se cacher la face. Nous savons tous que tout au moins une partie de l'Est de notre pays est occupée par les agresseurs, notamment le Rwanda, à travers ses supplétifs d'AFC et du M23. Il serait quand même étonnant et curieux qu'un sénateur à vie, c'est-à-dire un officiel congolais, passe par là et qu'il soit escorté, selon ce qu'on apprend, par les agresseurs. Il y va très clairement, nous donnerons tout bonnement raison au président de la République qui a déclaré, et cela avait fait polémique, évidemment que l'AFC c'est Joseph Kabila. Les gens n'ont pas cru à l'époque, mais ces dernières sorties médiatiques ont montré très clairement qu'il s'agit bien de M. Joseph Kabila, initiateur de M23 et de AFC. Alors, lorsque je préparais cette émission, j'ai eu un bon nombre de questions concernant le sujet. Nous sommes des journalistes, des historiens du présent, comme on a l'habitude de le dire. Nous sommes en 2002. 2002, la RDC est menacée par la rébellion du RCD. Le pays est divisé un peu comme aujourd'hui, alors que les acteurs politiques sont dans des tractations pour pouvoir aboutir à un dialogue global et inclusif. Un fait bouleverse la scène politique congolaise. C'est la présence d'Étienne Tshisekedi à Kisangani. Je m'y attendais un peu. Vous êtes de l'UDPS.
Tshisekedi à Kisangani, Kabila à Goma. Quelle est la différence aujourd'hui? La différence est bien évidente. Si on doit comparer les situations, comme on dit, comparaison n'est pas raison, le contexte n'est d'abord pas le même, ça c'est très important à dire. Comment ça? Et puis les acteurs ne sont pas les mêmes. Kabila c'est un officiel, c'est un sénateur à vie. Un ancien président de la République. C'est que l'autre ne l'était pas, c'est que l'autre n'était pas. Quand nous lisons la loi du 26 juillet 2018, elle est très claire par rapport au comportement que doivent afficher les anciens présidents de la République. Ils ont eu accès à des informations très précieuses, donc ils se doivent d'observer la réserve, ils se doivent d'observer la dignité, le patriotisme. Et je pense que pour le cas présent dont il est question, il a complètement dévié de sa responsabilité. Donc le contexte n'est pas le même. Et je crois que sinon vous risquez de dire remonter encore plus loin à l'entrée de l'AFDEL. Le contexte n'est pas le même. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un régime légitime, un régime légal, alors que de l'autre temps, si on doit remonter au temps de Kabila et de Maréchal, c'était des régimes qui étaient rejetés. Donc il y a bien des points sur lesquels on peut établir des différences. Non plus Étienne Tshisekedi de sa responsabilité, parce qu'un leader politique de sa trompe, s'afficher avec un mouvement rebelle, serait, sans le dire, légitimer ce mouvement rebelle. Non, mais en revue le troupe du RCD. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que qu'il faut quand même noter, les partis politiques. Les partis politiques sont des faits privés. Ici, nous sommes en train de parler des officiels. C'est là que je vous dis qu'il y a une nette séparation qu'il faut faire. Donc, appartenir à un parti politique qui est un fait privé ne revient pas à... On ne peut même pas comparer cette situation à un officiel. Donc, je crois que les deux ne sont pas régis par le même statut. Il faut qu'on fasse la différence. Alors, il faudrait qu'on fasse la différence parce que vous estimez que les deux ne sont pas régis par le même système. Pas le même système, c'est bien évident. Parlons un peu des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, on vous accuse de pouvoir restreindre l'espace démocratique en République démocratique du Congo, parce que, faudrait le dire, la visite ou pas de Joseph Kabila à Goma a appelé à des sanctions contre sa famille politique. D'aucuns disent qu'à l'époque, l'UDPS n'avait pas été interdit à fonctionner. Pourquoi aujourd'hui les régimes sanctionnent le PPRD? Mais je crois que la raison est très simple. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comparaison n'est pas raison. La rébellion a commencé quand? Tout au moins, je crois que Bunagana est tombé en 2022. Donc depuis 2022 à date, on n'avait jamais privé les activités le PPRD a continué à se réunir, ainsi de suite. Mais maintenant là que c'est établi que ce mouvement politique est de mèche avec les rebelles, il est tout à fait normal de pouvoir les sanctionner conformément à la loi. Je n'ai pas terminé. Juste de la présomption d'innocence. C'est juste pour vous relancer. Je n'ai pas terminé. Vous vous souviendrez aussi que du temps du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, il a agi de la même manière face à Roger Lumbala, qui était responsable du RCDN, où il n'avait pas démontré que Roger était de mèche avec les rebelles. Ce mouvement avait été sanctionné. Donc aujourd'hui, en fait, il devait se réjouir du fait qu'il y a un cas de jurisprudence qu'ils nous ont laissé. Et aujourd'hui, il est clairement établi que le PPRD est de mèche et collabore avec les... C'est établi. Les services de sécurité l'ont démontré. Il y a des informations très claires. Et même là encore, il s'agit d'une mesure conservatoire. On n'a pas dit que le PPRD, c'est un mouvement qui est banni, mais on a simplement suspendu les activités de ce parti politique qui est en train de labourer avec les adversaires de la République. Mais dans le passé, eux-mêmes ont prêché par l'exemple. Et je crois que c'est un bon exemple que nous sommes en train d'appliquer à titre de jurisprudence. Bon, c'est un bon exemple, si vous le dites. Le PPRD a réagi par rapport à cette situation. Et au nom de la démocratie, parce que nous disons que notre pays, c'est un pays démocratique, notre régime, c'est un régime démocratique. Il leur est même permis d'introduire, semble-t-il, ils ont introduit le recours gracieux, conformément aux lois de la République. La situation va être... Oui, c'est un recours gracieux. Recours gracieux, je ne sais pas, mais le PPRD a qualifié d'une vaste blague
Vous allez certainement réagir. Cette décision de 2 ministres, il s'agit du ministre de l'Intérieur et celui de la Justice, et a exigé le retrait de ces communiqués qui violent certains prescrits de la Constitution, notamment le principe de la présomption d'innocence. Ils viennent de l'apprendre aujourd'hui. Quand ils ont agi de la sorte envers le RCDN, ce n'était pas une présomption d'innocence. C'est pour dire que nous devons être justes, oui. Et nous le sommes. Vous voyez, le PPRD a fonctionné pendant tout ce temps sans aucune inquiétude, sans aucune entrave. Ça, il faut le reconnaître, ils doivent le reconnaître. Et je crois qu'il y a des mécanismes légaux qui leur permettent d'introduire des recours. Dire que simplement de la boue, simplement balayer du simple revers de la main en disant que c'est une vaste blague, ça ne suffit pas. Ils doivent démontrer leur innocence. C'est ça le plus important. Mais, comme on l'a dit, non, mais en droit, ils doivent aller à la justice. Le doute profite à l'accusé. Si vous les accusez, c'est à vous de... Mais ça signifie que... Mais oui, justement, voilà pourquoi ils vont aller en justice. Mais en attendant, on n'a pris que des mesures conservatoires. Des mesures conservatoires. Donc, je crois que de ce point de vue, nous sommes conformes à la Constitution et aux lois de la République. Rien n'empêche qu'on prenne des mesures conservatoires dès lors qu'il y a des lourds soupçons. Ici, nous parlons encore des soupçons. Ce n'est pas encore établi. Mais dès lors que ce sera établi, eh bien, ce parti-là, on va bannir ce parti. C'est bien évident. Bon, bannir ce parti. Alors, certains observateurs, nous n'allons pas faire du juridisme, nous n'allons pas nous aventurer dans un débat juridique. Mais puisqu'il faut que je vous pose cette question, en analysant les différentes décisions, la décision du ministre de l'Intérieur et celle du ministre de la Justice, beaucoup de gens jugent en ces décisions un manque criant de coordination au sein du gouvernement. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, j'y arrive, qui... exprime son vœu de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour présenter le fait à sa disposition. Juste après, c'est le ministre de la Justice qui donne injonction, qui ordonne la saisie de biens. Un manque de coordination au sein du gouvernement. Comment vous analysez ces 2 décisions de 2 membres du gouvernement? Bon, dire qu'il y a il fallait le prendre de manière séparée, dire que c'est un manque de coordination, je crois que le gouvernement opère sur la base de la division du travail. C'est un principe aussi simple, bien connu de nos ancêtres, pour dire que chacun est dans son secteur d'action et c'est dans ce secteur-là qu'il agit. Le ministre de l'Intérieur est le patron de tous les partis politiques. Donc, il est bien évident qu'à ce titre, étant donné que c'est dans son secteur d'action, son secteur d'activité, c'est son champ d'application, et il a agi conformément aux lois et règlements de la République. Il faut le lui reconnaître parce qu'il est le responsable des partis politiques. Quant au ministre de la Justice, c'est à lui qu'appartient justement le secteur de la justice, lui incombe. Donc dire qu'il n'y a pas coordination, moi je ne vois pas en quoi il y a coordination, mais je pense que chacun a agi conformément à ses attributions. Et dans le cadre des réunions du Conseil des ministres, il se retrouve et passe en revue toutes les décisions qui sont prises. Moi je ne vois pas en quoi il y a un manque de coordination. Chacun a agi pleinement dans ses attributions, et quoi de plus normal que de le faire de la sorte. Ce n'est pas le seul problème. Ce n'est pas le seul problème, il faudrait le dire. Je vous ai présenté comme membre du corps d'élite scientifique de l'UDPS. Le mot a tout son sens. Vous savez certainement, par rapport aux lois de notre pays, les ministres agissent par des arrêtés. Alors qu'ici, il s'agit de simples communiqués. Au moins, le ministre de l'Intérieur a pris le courage de signer avec son nom son communiqué, alors que le ministre de la Justice, il y a juste un paraphe qui s'apparente à un tract où ce communiqué est endossé par son cabinet. Mais quelle est la valeur juridique de ces décisions, alors qu'on sait que les ministres agissent par arrêté, et là, il ne s'agit que de communiquer? Non, mais ça dépend des matières. Les ministres peuvent agir par arrêté quand c'est nécessaire. Les ministres peuvent agir par des lettres, des correspondances. Ça dépend des cas. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Décident par arrêté. Décident, oui, mais et pour prendre les mesures conservatoires... Mais quelle est la valeur juridique de ces communiqués alors qu'il ne s'agit pas d'un arrêté? Mais le communiqué, mais là, vous me surprenez, monsieur le journaliste. Oui, je pose des questions. C'est ça que vous êtes en train de vous me surprenez un peu. C'est des questions qui sont posées. C'est comme un directeur général et même le ministre dans le cadre du recrutement.
quand il lance un communiqué, par exemple, sur la chaîne nationale, vous allez dire que ce communiqué n'a aucune valeur. Le communiqué agit et c'est dans le cadre de ses attributions, dès lors qu'il a signé, cela l'engage. Mais quand il s'agit de décisions, c'est comme ça que je vous ai dit que les ministres disposent de plusieurs instruments, de plusieurs outils pour agir, dont notamment les arrêtés. Mais les ministres n'agissent pas que sur base de l'arrêté. Quand le ministre vous invite, il vous convoque par une invitation, vous ne répondez pas parce que ce n'est pas une décision. Donc, c'est pour dire que ça dépend des cas, ça dépend de la matière, ça dépend de l'importance. Et ils ont plusieurs instruments, plusieurs outils pour pouvoir agir, dont notamment les communiqués. C'est parmi les outils d'action d'un ministre et de tout responsable. Je crois que ça ne pose aucun problème. Ah, ok, ça pose il aucun appartient problème. pas, Vous l'avez dit. si cela est anticonstitutionnel, eh bien, les gens n'ont qu'à aller au Conseil d'État ou à la Cour, enfin au Conseil d'État. Alors, on va un peu Donc, nous descendre. discutons bien souvent sur des choses qui ne sont pas essentielles, mais le ministre a plusieurs outils pour agir. Alors, le ministre a plusieurs outils pour agir, je vous le concède. Le président de la République s'est inscrit dans une logique. Depuis les débuts de cette crise, c'est une logique de cohésion. Il a d'ailleurs lui-même encouragé les évêques à mener leur démarche. Lui-même, il a initié de consultations avec pour objectif réunir la classe politique autour de lui en vue de faire face à cette agression. Ne pensez-vous pas aujourd'hui que ces décisions, pour certains qui sont pris de manière réactive, j'ai oublié le mot, liées simplement au fait que Kabila a annoncé sa présence ou on aurait annoncé la présence de Kabila à Goma, ne pensez-vous pas que ces décisions aujourd'hui brisent cette cohésion que nous sommes en train de rechercher? Parce que aujourd'hui même le PPRD s'était dit disponible à participer à la cohésion nationale via la démarche des évêques. Aujourd'hui, vous crispez encore le climat politique en sanctionnant le PPRD, en sanctionnant Kabila. N'est-ce pas vouloir une chose et son contraire? Non, je pense que le PPRD n'a pas été sanctionné. On a pris juste une mesure conservatoire, ce n'est pas encore une sanction. Donc il ne faudrait pas qu'on confonde. Et puis quand on dit que le PPRD était prêt à participer à la cohésion nationale, je crois que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous pouvons, nous de l'UDPS... Non, mais ils sont disponibles à accompagner les évêques dans leur démarche. Ils sont prêts à accompagner les évêques pour des raisons qui leur sont propres. Mais quand le président de la République convoque des réunions, il ne participe pas. Pour quelle raison? J'aurais bien aimé... Le président a déjà invité le PPRD qui n'a refusé de participer. Mais le PPRD, le président a confié une mission spécifique à son conseil spécial. Il a convoqué le PPRD qui n'a pas répondu. C'est juste une frange des FCC qui a participé. C'est pour dire que le PPRD... Non, cette frange est contestée par le FCC. C'est un autre débat. Non, ça c'est un autre débat. Mais c'est quand même des franges. C'est quand même une frange du FCC. C'est quand même une frange du FCC qui est parti répondre. Et ils ont le droit, personne ne peut leur arracher ce droit. Je parlais du PPRD pour dire simplement que le PPRD, nous pouvons mieux parler du PPRD. Nous connaissons suffisamment le PPRD. Vous êtes nous avons commencé... Non, mais bien sûr, oui. Je ne le dis pas par hasard, je ne dis pas pour me vanter, mais c'est des faits établis. Nous connaissons le PPRD au pouvoir, nous le connaissons, et ce qu'ils ont fait à nos combattants à la permanence de l'UDPS, nous ne l'avons pas oublié. Vous vous venez très bien de ce qui s'est passé en septembre 2016. Quand je dis on parle du PPRD, nous au moins, nous pouvons parler du PPRD. Nous savons ce qui s'est passé quand il y a eu passation pacifique et civilisée de pouvoir. Nous avons formé le gouvernement ensemble. Nous savons ce que le PPRD ne s'est pas empêché de nous faire. Jusqu'à ce que finalement nous avons été obligés de rompre ce mariage. Ce qu'ils ont continué à faire, nous connaissons suffisamment bien le PPRD. La politique de bouc s'il y a des gens qui connaissent bien, s'il y a des gens qui connaissent bien le PPRD, eh bien nous sommes en droit de prétendre connaître le PPRD. C'est ça la politique de bouc émissaire. Non, il n'y a pas de bouc émissaire. C'est toujours la faute à l'autre. C'est aussi ça. Non, c'est pas ça. Je crois que dernièrement vous aviez suivi le secrétaire général qui a lancé la pierre sur certains d'entre nous. C'est pour dire que la faute n'est pas toujours aux autres. Nous sommes en action. C'est vrai que nous pouvons rater certains coups, nous pouvons rater le coche, mais de manière générale, nous sommes dans la bonne direction, nous sommes sur la bonne trajectoire. Mais s'il y a des gens, si nous passons par des zones de turbulence, nous ne pouvons nous empêcher de dire que l'avion connaît quelques secousses, justement parce que nous sommes dans la zone de turbulence. Il faut informer la population, elle a droit à l'information, conformément à la Constitution.
Mais si c'est le PPRD, vous voulez qu'on dise quoi? Donc le PPRD, nous connaissons le PPRD, monsieur le journaliste, et nous savons de quoi nous parlons. Je crois que le secrétaire général avait dit lors d'une matinée politique en disant que l'ancien président de la République s'est furtivement soustrait de la RDC. Les gens n'y ont pas cru, mais aujourd'hui on lui donne raison. Le président de la République a été officiellement en dehors du pays pour des raisons d'études. Mais aujourd'hui, a-t-il défendu? Cela a été dit. Ah, il a oublié les études. Il a abandonné les études. Il a interrompu pour venir parce que c'est une vaste blague pour rire. Apporter sa contribution. Non, mais sa contribution, pourquoi n'est-il pas venu à la paix? Mais oui, une telle contribution, tout autant souhaitée par les Congolais, pourquoi n'a-t-il pas commencé ici? Vous vous souvenez, au début, quand nous avions pris le pouvoir, il y avait des échanges, il y avait des moments où le président de la République consultait l'ancien président. Mais qu'est-ce qui l'empêchait? Après avoir fui ses études, tout au moins après avoir suspendu je prends vos mots, après avoir suspendu ses études, pourquoi n'est-il pas venu à Kinshasa rencontrer le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? Il préfère passer par Goma, en sachant très bien que cette partie de la République est occupée. Donc voilà pourquoi c'est autant de matières, autant de choses qui montrent que M. Kabila n'est pas de bonne foi. M. Kabila n'entend pas laisser la République respirer, aller vers son développement. Tout ce qui l'importe, c'est vraiment déranger le développement de la RDC. Et c'est vrai, c'est bien dommage. Alors vous pensez honnêtement qu'aujourd'hui, le contexte politique et sécuritaire garantit à Kabila un retour sur Kinshasa en toute quiétude, alors que beaucoup d'autres opposants ont été poussés aujourd'hui à l'exil. Je parle de Moïse Katumbi, Claudel Loubaya, Franck Diongo, Jean-Claude Wemba. N'y a-t-il pas des opposants ici au pays? Ils ont été contraints à l'exil. Vous pensez que les conditions sécuritaires auraient permis à Joseph Kabila d'atterrir sur Kinshasa? Vous avez cité un certain nombre d'opposants qui sont à l'étranger, peut-être pour des raisons alimentaires. Mais c'est que moi je dis... Pour des raisons sécuritaires. Moi j'ai plutôt dit des raisons alimentaires. Je parle du cas de Seth Kikouni. N'est-il pas au pays? Est-il menacé? Il a passé combien de temps en prison? Mais il est sorti. Oui, il est sorti. Ça ne et change il pas vit le paisiblement. Et cela ne l'a pas empêché. Monsieur le journaliste, je cite aussi des cas, parce que vous avez cité certains cas. Permettez-moi, j'ai cité le cas de Seth Kikouni qui est sorti de prison. Cela ne l'a pas empêché de faire des déclarations incendiaires à l'endroit de notre régime. Il est là, il est paisible, personne ne l'a menacé. Je donne le cas de Mike Moukebaï, il est là. Je donne des cas même de Kambere, de Chadar, ils sont là paisiblement, ils circulent. Je donne le cas de Martin Fayoul qui a toujours été, si on devait considérer parmi les opposants, celui qui est le plus farouche face à notre régime, on citerait bien évidemment Martin Fayoul. Il vit paisiblement, il sort, il rentre au pays. On l'accuse d'être de connivence avec le régime, hein. Il faudrait... mais oui, encore faudra-t-il le démontrer. Y a-t-il quelqu'un qui puisse être plus farouche opposant au régime actuel plus que Fayoul? Parmi les opposants, il y a l'ancien Premier ministre Mouzito. Donc je peux vous citer toute une liste, une ribambelle d'opposants qui vivent au Congo. Vous considérez Mouzito comme un opposant, mais ce n'est pas le point de vue de la plupart des gens. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide qui est opposant, mais Mouzito lui-même dit qu'il est opposant. Il a dit plusieurs fois. Même Moutamba dit qu'il est opposant alors qu'il est membre du gouvernement. Il appartient à une opposition républicaine. Même Moutamba il y a une opposition rebelle, il y a une opposition armée. Chacun se définit. Donc il ne m'appartient pas à moi de dire si Mouzito est opposant ou pas. Lui-même l'a dit. Il a dit plusieurs fois. Une opposition rebelle. Il y a une opposition rebelle. Vous connaissez les rebelles? Non. Mais vous êtes journaliste, vous suivez les informations et c'est vous qui nous informez. Et c'est vous qui étiez en train de m'informer tout à l'heure avec un peu de doute si Kabila est entré ou n'est pas entré. Mais Kabila appartient à l'opposition rebelle. Enfin, c'est des rebelles, des agresseurs. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue, ça m'engage. Alors, et j'en porte la responsabilité. Exactement. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que le PPRD n'entend pas participer à la cohésion nationale. Le PPRD n'entend pas participer à l'unité nationale. Ils ont pour mission simplement de détruire l'unité nationale. Je le dis et je l'assume. Alors, vous n'avez pas construit de zoo. Vous n'avez pas construit tous ces espaces en 6 ans ou 7 ans de pouvoir aujourd'hui.
Nous avons construit mieux que ça. En citant, encore quoi, il faudrait le prouver. Hein. D'accord. Il faudrait le prouver. En 6 ans ou 7 ans aujourd'hui, vous enviez Kingakati. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, selon certaines sources, certaines indiscrétions, ou selon ceux qui nous suivent, c'est de s'accaparer des biens de Joseph Kabila, notamment le parc de la vallée de la Tsélé et autres, d'où la décision du ministre de la Justice qui a limité. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Je crois que c'est une question sérieuse que vous posez là. Oui. Mais je crois qu'un gouvernement sérieux comme le nôtre n'a pas pour mission d'aller récupérer. Parce que, comme on dit, les terres, tout appartient à l'État congolais. Vous connaissez bien le sol et le sous-sol. Oui, mais la Constitution garantit la propriété privée. Il y a des propriétés privées. La Constitution garantit la propriété. C'est garanti. Je ne voudrais pas entrer dans cette histoire de Kingakati. J'en sais beaucoup de choses. Allez-y. Des meilleures et des mauvaises. Allez-y. Mais c'est pour dire de quelle manière a-t-il acquis Kingakati? Bon, je crois que les chefs coutumiers eux-mêmes s'en chargeront. Comment a-t-il construit Kingakati? Si on devait aller vraiment fouiner notre nez dans le passé, il y a beaucoup de choses à redire. Mais je crois que ce n'est pas ça l'objectif du gouvernement. Le gouvernement, je crois que s'il y a des mesures conservatrices, mais nous allons vraiment, dans notre régime, nous conformer à la loi. Et notre objectif, on a passé 6 ans. Si tel était notre objectif, on l'aurait fait pendant les 5 premières années de notre mandat. On ne l'a pas fait parce que nous respectons les droits et les devoirs des populations. Donc, si quelqu'un vous dit ça, il faut dire simplement que ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Le gouvernement a mieux à faire que ça. Le président de la République est allé à Lubumbashi. Il a inauguré un hôpital moderne qui fait en sorte que plusieurs qui allaient à l'étranger pour se faire soigner le feront au pays. Le président a lancé les travaux de la construction d'un aéroport moderne à Lubumbashi. Ça, c'est très important. Le président a lancé la 9e édition de Expo Béton. Voilà ce qui est important. Le président de la République s'est fixé comme objectif la gratuité de l'enseignement primaire, la construction d'une université moderne dans toutes les provinces. Voilà nos objectifs. Nous dire que nous visons de récupérer le parc animalier de Kingakati, c'est peu de choses. Toutes ces décisions doivent avoir un impact visible. Mais l'impact est déjà visible. Dans la vie de Congolais. Vous êtes journaliste, vous le suivez. Non, mais en fait, je sais pas, je ne donnerai pas mon point de vue. Mais bien sûr, vous ne donnez pas votre point de vue. Ceux qui nous suivent pourront juger vos propos. En fait, j'étais en train de dire que toutes ces décisions doivent avoir un impact visible sur les vécus des Congolais. Aujourd'hui, on parle de permis de conduire. C'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, mais qui ne résout pas forcément le problème sur la route, en fait. Oui, mais c'est deux choses. Une chose... C'est juste un exemple. C'est juste un exemple, vous pouvez réagir, comme quoi on peut également parler de la construction de routes et autres. Aujourd'hui, nous avons besoin de routes et dessertes agricoles, qui n'en a pas. Aujourd'hui, Kinshasa se trouve dans un état de délabrement très avancé en général. Ce sont ces différents problèmes. Nous avons fait face dernièrement aux inondations ici dans la ville de Kinshasa. Vous voyez, c'est un peu le tout. Si ces décisions participent, j'allais dire, à améliorer la qualité de vie des Congolais, c'est une chose. Sinon, ça ne vaut pas la peine, Monsieur Mukuna. Ben, vous avez parlé du permis de conduire. Je crois que moi, j'ai déjà mon permis de conduire, il est là. Un bon citoyen. Ah oui, un bon citoyen, un bon patriote. Même s'il y a une polémique sur le prix. Polémique sur les prix, c'est un autre débat. $74, tantôt 94. Vous l'avez acheté à combien? Mais je ne l'ai pas acheté. Hein. Je l'ai obtenu après avoir passé... Non, je vais vous dire, je l'ai obtenu après avoir passé une épreuve théorique à laquelle j'ai réussi. Je suis passé par l'épreuve pratique. On m'a donné un véhicule, j'ai fait passer l'épreuve, j'ai réussi. Et on a pris les empreintes. C'est pour dire que... Est-ce qu'il y a d'abord des gens qui échouent? Parce que... Mais je vous en parle. Est-ce qu'il y a ceux qui échouent? Je vous en parle en connaissance. Mais il y en a, j'en ai vu. C'est le paiement. J'en ai vu qui ont échoué et on leur a donné la possibilité de revenir une semaine après. C'est du concret. Malheureusement, il y a des gens qui se laissent berner par une frange, je crois, par quelques travailleurs indignes du ministère des Transports qui ont commencé à fournir des faux permis de conduire. Et j'ai vu dernièrement, il y a même d'autres qui ont été déférés vers la justice. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de prendre indignement l'argent de certains Congolais pour pouvoir leur fournir des faux permis de conduire. C'est qui est vrai, il faut... Moi, j'encourage mes compatriotes à passer par les voies légales, à obtenir le
permis. Et ce permis, il y aura un équipement qui permettra aux agents qualifiés de vérifier s'il est bon ou mauvais. Ici, je crois le vice-premier ministre de Transport a donné suffisamment d'éléments pour dire que ça, c'est un permis international, un permis qui vous garantit une sécurité pendant 5 ans. Je crois que mes compatriotes... C'est pas le seul problème que le Congo a. En fait. Non, c'est un des problèmes résolus, mais est-ce qu'on ne peut pas accepter que le gouvernement a résolu un problème qui datait déjà de 2017. On n'avait pas de permis. Mais maintenant, là, nous avons un permis moderne, sécurisé. Je crois que ne fût-ce que pour ça, oui, le verre est à moitié vide, diront certains. D'autres diront qu'il est à moitié rempli. Mais le permis est réel. Et j'encourage mes compatriotes, qui qu'ils soient, à emboîter le pas à ce que moi j'ai fait. Oui. C'est un point positif. Vous avez parlé de la conduite sur la voie publique. La conduite sur la voie publique. Ça, c'est une autre voie. Il y a le délabrement très avancé de route. Mais oui, c'est ça. Mais nous sommes tous à Kinshasa. Ce que je peux déplorer, c'est peut-être que le fait qu'il y a des chantiers qui sont mal organisés. On bloque des routes et puis ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés à Kinshasa. Mais je crois que pour ma part, ce que je peux dire, c'est qu'il faut essayer un peu de coordonner, de mieux coordonner ces travaux qui sont lancés de manière à ne pas vraiment gêner la circulation, de manière à ne pas empêcher les Congolais, tout au moins les usagers de la route, de pouvoir se déplacer un peu plus facilement. C'est ce que je peux dire. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs voiries qui se sont dégradées, dont nous encourageons nos collègues, nos amis de l'OVD, de ACGT et même du gouvernement provincial, pourquoi pas le gouvernement central, qui interviennent dans ce secteur à donner le meilleur d'eux-mêmes, de sorte que la population se sente plus sécurisée et se sente dans le confort. Il y a à boire et à manger dans l'OVD, la CGT, tout ça. Je viendrai dire de choses prochainement. C'est une parenthèse qu'on referme rapidement. Mais il n'y a pas de problème. Qu'on referme rapidement. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on fasse de même pour la carte d'identité, c'est très important. Oui. Donc je dirais comme ça, il y a des efforts salutaires, des efforts louables qui sont en train d'être faits. Saluons-le et allons de l'avant. Okay. Je voudrais peut-être dire un petit mot et paraphraser Victor Hugo qui disait « Croire en soi, c'est déjà ça, presque la réussite. » Nous devons croire en nous, déjà par les petits efforts qui sont faits, et avançons. C'est plus important de croire en nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Mkouna. C'est une parenthèse que nous reformons rapidement. Pas de problème. Et il était peut-être important de le mentionner. Alors, on va chuter. Vous avez parlé même des inondations et je n'ai pas eu le temps de réagir par rapport à ça. Je vais vous relancer, vous aurez le temps de placer un mot, mais avant de répondre à ma question, parce que le temps nous a parti, touche malheureusement à la fin, la télé c'est le temps. Alors, la grande question pour chuter avec notre thématique aujourd'hui, c'est cette situation de Joseph Kabila. Bon, on ne sait pas où il se trouve. Ses services de communication ont promis une adresse à la nation. Encore quoi? Est-ce que ce n'est pas le seul chef d'État qui a le droit de s'adresser à la nation? Mais quelle issue pour la paix et la cohésion nationale? Avec tout ce qui va avec, permettez-moi le pléonasme, avec tout ce qui va avec la présence de Kabila ou pas à Goma, les mesures qui sont prises contre lui et contre son parti politique. Quelle chance nous donnons à la cohésion, notamment à la démarche de la Saint-Cause, qui ça me fait rappeler la perte du pape. Nous présentons nos condoléances à la grande famille catholique, paix à son âme. Alors, balayer un peu tout ça et on va chuter. Bon, je crois en ce qui concerne la paix et la reconquête de toute l'intégralité de notre territoire, je crois que c'est l'objectif majeur de notre régime, du président de la République, du gouvernement et de toutes les institutions, de nous autres citoyens aussi, parce que c'est très important. Et nous savons, et Dieu seul sait, combien nos frères de l'Est, de Goma, de Bukavu sont en train de souffrir, ceux qui sont en train d'endurer. Et je crois que si nous sommes en contact avec nos frères, quand je dis nos frères, c'est-à-dire nos compatriotes, peut-être pas des frères de sang, mais ce sont nos compatriotes. Le Congo, j'ai dit en introduction que le Congo doit rester indivisible. Ça signifie que s'il y a une partie de notre territoire qui est occupé, ce serait un peu moins. Je suis en train de parler sans ma main, je ne peux pas en être fier. Je peux marcher, je peux voir, je peux peut-être manger, mais il y aura quelque chose qui me manque, ça c'est le plus important. Bon, vous insistez trop sur des personnes, je ne veux pas trop, mais il y a des objectifs. Je crois qu'il y a des mécanismes. La démarche de paix spirituelle. Il y a des démarches qui ont été prévues, tout au moins des mécanismes qui ont été prévus
par le Conseil de sécurité des Nations Unies, où nous nous sommes inscrits. Notre ministre d'État s'y est rendu plusieurs, je crois, 3 ou 4 fois, et elle a défendu de la manière la plus brillante la position de la République démocratique du Congo. Et nous voyons que les sanctions sont en train de tomber comme des pluies diluviennes sur l'agresseur, le Rwanda, et probablement sur l'ancien chef d'État, l'AFC, le M23. De ce point de vue, il y a des avancées majeures. Du point de vue de l'Union africaine, il y a des mécanismes, il y avait les mécanismes de Nairobi, de Luanda qui ont été fusionnés. De ce point de vue, il y a un autre médiateur qui a été nommé par l'Union africaine. Il s'agit du président Faure Gnassingbé, qui va se mettre très rapidement en fonction. Et je crois qu'il a déjà rencontré le président de la République avant qu'il n'aille à Lubumbashi. Donc il y a comme ça des mécanismes qui sont mis en place. Vous avez omis volontairement Doha. On est en train de citer. Non, mais c'est parmi, je n'ai pas omis. J'ai commencé avec les rebelles. J'ai commencé par les Nations Unies, parce qu'il s'agit de la communauté nationale. Je suis descendu au niveau continental pour parler des activités au niveau de l'Union africaine. Il y a au niveau de la sous-région, il y a comme ça des initiatives qui sont prises. Il y avait la SADC, il y a l'EAC, ainsi de suite. C'est des initiatives. Oui. Mais au niveau national, il y a aussi cette initiative avec la CENCO et l'ECC. Ce sont des initiatives qui rencontrent d'ailleurs l'adhésion de la grande partie de la classe politique c'est vous qui le dites. Vous n'avez pas fait des statistiques. Non, mais ce sont les éléments en présence. Aucun acteur politique n'a régné ou contesté la CENCO, même le pouvoir, même l'UDPS. Non, mais je sais qu'il y a des acteurs qui remettent, peut-être à titre personnel, qui remettent cette démarche. Pour plusieurs raisons. De manière individuelle, au fait. Mais moi, j'ai suivi des hommes politiques qui ont remis ça en cause. Donc, quand vous dites que vous voulez donner l'impression que la démarche de CENCO et SCC rencontre l'unanimité, en parlant de la cohésion nationale et de l'unité nationale, je voudrais souligner le fait que quand on parle de cohésion et de l'unité nationale, cela ne veut pas dire l'unanimité de tous les Congolais. Il y aura toujours des gens qui se rencontrent. Parce que l'unanimité, comme on dit, n'est pas de ce monde. Mais dès lors que la majorité adhère à ces initiatives, ce sera déjà salutaire. Donc, il y a toutes ces initiatives, mais je crois que les meilleures initiatives, ce sont celles qui viennent du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui engage la République. Oui. C'est que la CENCO et le reste fait. Mais en parlant de CENCO, déjà au niveau du regroupement des religieux, il y a 6 regroupements qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour dire qu'il y a à boire et à manger en ce qui concerne cette initiative. Le regroupement proche du régime, en fait. Je ne vais pas relancer le débat. Et vous pensez que la CENCO et l'ECC ne sont pas proches du régime? Ils travaillent tous pour le régime. Alors, vous le gouvernement de la République. Si oui, on va chuter, mais je m'en voudrais si je ne vous rappelais pas. Vous voudriez passer un mot sur les inondations. Vous avez peut-être chuté par là, oui. Ben oui, je voulais placer un mot parce que vous aviez soulevé la question. Je n'avais pas. On a juste commenté un peu le permis de conduire, mais les inondations, on n'a pas dit. C'est que je voulais quand même dire, c'est encourager le gouvernement. Vous êtes ingénieur civil, vous avez encourager le gouvernement à mettre en place un véritable plan de contingence de telle sorte que quand cela arrive, on anticipe et qu'on prenne des dispositions bien avant, de sorte qu'il n'y ait pas, on n'atteigne pas des chiffres catastrophiques de 75 morts. Donc, mais ce que je peux quand même saluer, c'est que le gouvernement a quand même pu réagir cette fois-ci vraiment de la manière rapidement et on a pu placer les sinistrés dans des conditions plus ou moins acceptables et ils sont pris en charge. Il y a des mesures maintenant qui vont commencer à venir, qui vont être prises calmement. On va déplacer une partie de la population qui est vraiment exposée vers des sites plus sécurisés. Et nous encourageons nos compatriotes, si on vous demande de vous déplacer pour raison de votre propre sécurité, de grâce, faites-le. Là, je suis en train de plaider comme toujours parce que j'ai des amis, les amis de Ndanou m'ont choisi comme leur porte-parole. Okay. Je continue à porter leur voix pour que le gouvernement central, le gouvernement provincial pense de manière particulière en Ndanou. Les amis de Ndanou attendent quelque chose, votre secours. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais il y a d'autres dispositions en ce qui concerne le curage des rivières, curage des caniveaux. Notre responsabilité civique, c'est très important que la population, s'ils se prenne en charge, vide les caniveaux, ne jette plus des immondices dans les caniveaux. Ça, c'est vraiment de l'éducation civique que nous devons faire. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Même si les échanges sont par moments tendus. Non, mais jamais tendus. Mais ça signifie, vous êtes Oui. journaliste, vous posez les questions que tous les Congolais de tous bords posent. Exactement. Il est de notre devoir de pouvoir y répondre. Mais ça peut paraître comme des ondes de turbulence, mais tout cela concourt à la cohésion nationale. Mais pour que nous puissions donner un peu plus de lumière à la disposition de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. Je vais vous retrouver très prochainement. Ça sera certainement avec le même plaisir. Mais en attendant, restez branchés sur les programmes de Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale.